Chers collègues, bonsoir. Merci pour votre présence pour ce tout dernier conseil municipal de la mandature. C'est toujours évidemment un peu d'émotion. Je vais d'abord faire la présence. Voilà, donc moi-même présent. Edwige Luc Bernet, elle est là, je la vois. Marc Chauvet présent, Nadia Benjeloun-Makali présente, Vincent Boivinet présent, Amélie Cohen-Langlais présente, Olivier Goudichaud présent, Fabienne Cabrera présente, Pierre Wallet présent, il arrive, il gère ses filles, il arrive, Christelle Baudré présente, Cathy Camille présente, Xavier Fédou présent, Bénédicte Jamet-Diez présente, elle arrive, Jacques Reynaud présent, Isabelle Taris va arriver et entre-temps donne procuration à Christelle Baudré, Benoît Dancona présent, Pascal Labadie présent, Sadia Hadj Abdelkader présente, Sylvaine Panabière présente, Guéno Léjean présent, Marie-Laure Pirot est-elle là, Marie-Laure? Elle arrive. Tiffaine Cornacchiari présente, Laure Desvalois, Laure, elle arrive, d'accord. Nabil Enadji est en conseil d'école à Saint-Maurice, donne procuration à Vincent Boivinet, le temps qu'il arrive. Aurélien Desbas présent, Florian Darcos n'est pas présent, Kéwar Cheban non plus, Idriss Benkelouf présent, Christian Bagat présent, Mohamed Mishrafi présent. Ouais, là, les tables ne sont pas comme d'habitude. Là. Alexandre Dias présent. Et on se voit plus là. Moi, je vois. Voilà. Isabelle Torlenico n'est pas présente et a donné procuration à Senabou Gay. C'est ça, très bien. Fabienne Dacosta présente. Christophe Thomas présent et Senabou Gay présente. Le quorum étant atteint, eh bien, nous pouvons commencer la séance et proposer à Cathy Camille d'être secrétaire de séance. Voilà, pour la dernière séance. Merci Cathy, on peut l'applaudir. Merci à toi. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je tenais, en ce dernier conseil de mandature, évidemment, remercier sincèrement l'ensemble des élus, les 39 élus qui ont préparé à cette mandature, au travail collectif, durant ces 6 années. Et ce qu'il convient de dire, c'est que par-delà nos sensibilités, parfois nos désaccords, c'est la démocratie, on a partagé une même responsabilité, l'intérêt général pour les Béglaises et les Béglais. Être élu, je tiens à le rappeler quand même, c'est exigeant, c'est un véritable engagement. Il faut y consacrer du temps, de l'énergie, des soirées, des week-ends, souvent qui viennent empiéter sur la vie personnelle, familiale, amicale, associative, professionnel même. Cet investissement n'est pas forcément visible, mais il est bien réel. Et donc je veux souligner ici la valeur et l'investissement de chacune et chacun et tout ce que vous avez donné pour notre belle commune. Je voudrais également remercier bien sûr le travail de l'ensemble des élus municipaux qui ont préparé, organisé, accompagné chacun de ces conseils municipaux tout au long du mandat et forcément aussi porter la politique municipale. Donc, monsieur le directeur général des services, merci beaucoup, merci à vous, merci à l'ensemble des nombreux agentes et agents. Voilà, engagement discret mais véritablement essentiel, qui garantit le bon fonctionnement des services publics locaux. Et je voudrais aussi remercier un mot aux élus qui ne seront pas colistiers, donc ils ne seront plus élus, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat des élections, pour leur prochaine mandature. Je tenais à les remercier et leur dire que leur contribution, leur présence, leur interpellation ont participé pleinement à la vie démocratique de la commune. Et donc je tenais à vous remercier et à vous citer. Donc merci beaucoup à Amélie, Olivier, Fabienne, Cathy, Jacques, Isabelle, Benoît, Sadia, Aurélien, Florian, Kéwar, Alexandre, Fabienne et Senaibou. Merci beaucoup, merci à vous.
Je voudrais dire un mot sur les tempêtes que nous avons vécues, les tempêtes Nils et Pedro. Tout d'abord, avoir une pensée évidemment pour les victimes des inondations fortes, notamment en Sud-Gironde, pas très loin de chez nous, que ce soit les habitants qui ont vu leur logement inondé, les agriculteurs qui ont vu leur récolte complètement détruite, les entreprises, leur étude de travail fortement endommagée. Également, je voudrais saluer évidemment les services publics, toujours présents, les élus. Voilà, j'étais en lien avec plusieurs maires, notamment à Saint-Pierre-d'Aurillac, voilà, un maire qu'on connaît bien, qui a été élu à Bègles, Stéphane Denoyel, voilà, qui est vraiment, ils ne comptent pas leurs heures. Voilà, donc je tenais à vraiment saluer fortement voilà, leur investissement. Et bien, nous en sommes tous et toutes conscients, puisque ces événements climatiques seront malheureusement de plus en plus fréquents, forts et nombreux, puisque c'est lié au changement climatique. Donc c'est pour ça également, évidemment, qu'il faut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et il faut se préparer. Je tiens à remercier les services de la ville et les services de la métropole pour la gestion de la dernière tempête, la tempête Pedro, enfin les deux dernières d'ailleurs, que ce soit Nils et Pedro, que ce soit l'efficacité dans la réouverture des parcs et jardins, mise en sécurité. Il y a eu de nombreux arbres endommagés, quelques-uns tombés, mais certains nombres endommagés, ou des branches qui sont coincées dans les arbres, donc c'est dangereux. Donc c'est pour ça que les parcs réouvrent au fur et à mesure, parce qu'il faut sortir les branches pour éviter qu'elles ne tombent sur la tête des personnes en dessous. Sur l'inondation, on n'est pas passé loin, à Bègles. Moi j'étais sur place avec un certain nombre d'entre vous à 7h du matin, le matin même de l'inondation. On est passé à quelques centimètres, vraiment c'est 1 ou 2 centimètres de voir la Garonne complètement déborder les digues. Les prévisions étaient pires d'ailleurs, mais il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de pluie. Donc les digues ont bien tenu, vous savez que ce sont des digues récentes le long du quai Wilson, du quai Simone Rossignol pour être précis. Elles ont bien tenu, elles ont été rénovées l'année dernière par la métropole. Un investissement en millions d'euros, très conséquent, qui a bien fonctionné. Et donc même pour une crue de niveau centenal, ça tient. On a eu un petit peu de débordement, mais pratiquement rien au niveau du quai Wilson, aucun dégât. Et quelques débordements au niveau du quartier du Paty. Voilà, au niveau principalement de l'aire de jeu et du parc, puisque c'est fait pour cela. C'est un bassin qui vient prendre les crues et éviter qu'elles n'inondent les rues et les bâtiments autour. Il y a eu un bâtiment et un parking au niveau du Paty qui a eu un peu les pieds dans l'eau, les roues dans l'eau pour être plus précis. Et donc on va voir avec les riverains d'Homo France, qui est le bailleur, et les services de la métropole, comment améliorer les choses pour les fois prochaines qui devront malheureusement arriver. Trois dates, comme on veut. Tout d'abord, vous rappelez le carnaval, c'est le 7 mars, sur le thème du futur, avec toujours Monsieur Carnaval, des chars, un événement familial, une très bonne ambiance, que je vous invite toutes et tous à y participer. Et puis bien sûr, le 15 et le 22 mars, les 2 tours des élections municipales. Une campagne d'affichage va démarrer pour rechercher des assesseurs. Voilà. Donc, chers collègues, bien sûr, voyez autour de vous également des Bèglaises et des Béglais qui acceptent de passer une partie de leur dimanche à tenir le bureau de vote. Voilà, nous, élus de Bèglais, nous allons être évidemment mobilisés. C'est normal, c'est notre investissement. Voilà les quelques mots que je souhaitais dire. Avant de passer à l'ordre du jour de ce dernier conseil, tout d'abord, nous avons l'adoption du procès-verbal analytique du précédent conseil. Y a-t-il des demandes de modification ? Alors, je passe aux voix. Je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Merci. Également, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises en application du Code général des collectivités territoriales, qui vous ont été, comme à chaque conseil, les décisions qui vous ont été distribuées, voilà, qui sont accessibles sur le site internet. S'il n'y a pas de prise de parole, eh bien, je les considère comme présenté, mais il y a une prise de parole. Monsieur Thomas, allez-y. Je crois que c'est la première fois de la mandature, ou peut-être la deuxième fois, donc il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Allez-y, bonsoir à toutes et tous. Merci de me laisser la parole à ce moment-là.
Non, mais c'est la dernière décision municipale du dernier conseil municipal. Et donc, dans la dernière décision municipale, il y a un emprunt de 3 millions d'euros qui est souscrit auprès du Crédit Coopératif. Et dans la décision, nous ne voyons pas à quelle fin il est destiné. C'est un prêt de 3 millions au taux de 3,57%. Et je dirais que c'est pour nous, il nous semble que c'est le début de l'endettement à hauteur de 12 millions d'euros. C'est les premières souscriptions. Mais à quoi sert ce premier prêt ? Alors, vous avez tout à fait raison, vous avez bien compris. En fait, ça permet de financer l'ensemble des investissements qui sont en cours actuellement, des constructions en cours. Donc, ça a été annoncé dans le cadre des discussions budgétaires, hein, du débat. Également, ça a été voté dans le PPI, et donc il n'y a pas de surprise. C'est exactement ça. Donc, ça permet de construire le complexe sportif, hein, avec le gymnase polyvalent et les 2 salles de sport, le musée de la création franche et également l'école Prévert, voilà, le groupe scolaire. Et également la fin, voilà, donc je parle sous contrôle de Xavier Marifédou, qui me souffle à l'oreillette que ça permet aussi de finir de payer la cuisine municipale. Ah, le restaurant scolaire Joliot Curie. Le reste, la cuisine, elle est finie. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de surprise. C'est plutôt un taux intéressant, d'ailleurs, hein, crédit coopératif. 3 millions d'euros. Et ça permet, eh bien, d'ailleurs, il y en a de pallier, évidemment, aux enjeux de trésorerie de la commune et d'enjamber les élections. Et donc, après, l'équipe municipale qui sera aux manettes pourra continuer à gérer les deniers publics sereinement. Monsieur Michrafi. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Dans le budget donc, primitif, vous avez prévu, donc c'est une prévision, d'un emprunt de 12 millions, et qui est en plus donc, des 20 millions que vous avez déjà signés, en tout cas les 18 plus les 2 qui restaient. Ça veut dire que sur les 12 millions que vous avez prévus, vous n'avez besoin que de 3 millions. Alors, non. Alors, la réponse est non. Ce qu'on a prévu, on va le lever. Si vous voyez la décision municipale précédente, je ne sais pas si vous l'avez regardée. Oui, il y a un prêt de 5 millions. C'est ça, j'allais poser la question, voilà. Monsieur le maire. Voilà, donc en effet, c'est la Caisse des dépôts, vous voyez. Donc je pourrais être tout à fait honnête avec vous. J'ai signé le prêt cet après-midi avec la responsable de la Caisse des dépôts. Vous voyez. Et donc ça permet de passer les élections. Donc 3 plus 5, 8 millions. Voilà. Donc, vous empruntez 8 millions donc sur les 12 prévus. Voilà, pour l'instant, exactement. Et puis après, je vais passer la parole à Xavier Marifédou qui m'a donné des précisions. Mais là, c'était nécessaire, je vous disais, pour pouvoir payer les fournisseurs et dans le temps où municipal, des élections, que l'installation de la prochaine équipe. Xavier Marifédou. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, ces 12 millions sont une évaluation puisque vous avez en tête qu'il n'était pas possible d'avoir le résultat des comptes administratifs dans la mesure où on a eu notre dernier conseil municipal avant le 31 décembre. Et donc, c'était une projection avant d'avoir les résultats définitifs que nous aurons donc dans le courant de la mandature à venir. Et donc, qui permettra d'avoir la réalité de ces 12 millions-là qui sont certainement inférieur, puisqu'on sait à chaque mandat qu'on ne réalise pas 100% de ce qui a été envisagé, et donc ces 12 millions seront certainement inférieurs à la somme. C'est pour ça qu'on s'est limité à un emprunt de 5 plus 3 millions. Merci pour ces précisions. Alors, en fait, je ne vous vois pas très bien, parce que là, il y a un changement de place, mais c'est pas grave. C'est Michel Mohamed, allez-y. Oui, mais c'est vrai que je ne vous vois pas bien. C'est pas comme d'habitude, c'est comme vrai. Ça. Pour le dernier, je ne suis pas grand, on l'a changé. Donc, je dois dire... Non, généralement, on pouvait se voir très bien, monsieur Michrafi. Mon cher collègue... Moi, mais là, on voit moins bien. Non, c'est pour mon collègue. Ma remarque n'avait pas pour objectif de critiquer, donc finalement, je dis tout simplement, je voulais juste connaître quel est le montant d'emprunt donc, que vous avez réalisé. Autrement dit, c'est la fin du mandat et donc on termine avec quel emprunt. Et donc, je dois
partir donc finalement d'un montant qui est donc de 20 plus 8, donc 28 millions. Et donc ça veut dire que vous avez abandonné donc les 4 millions et quelques. Merci, c'est Voilà. tout. Pour l'instant, on C'est clair. ne les a pas sollicités. Exactement. Et en fonction des résultats fins du compte administratif 2025, voilà, et des besoins en trésorerie au plus juste vu pour les finances municipales, pour l'instant, nous ne levons pas ce troisième emprunt de 4 millions d'euros. Ce ne sera pas forcément nécessaire d'ailleurs. On est d'accord ? Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce débat qui a permis d'éclairer ces décisions municipales. Et je vous propose maintenant de passer à la première délibération. Monsieur Chauvet, nouveau complexe sportif, dénomination. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Vous savez que la ville construit un nouveau complexe sportif rue Louis Rochemont. Il accueillera différentes disciplines dès la fin de l'année 2026. Situé à proximité immédiate du gymnase Boyer, ce nouvel équipement sportif comportera un gymnase de 1200 m². Il pourra accueillir des compétitions de niveau départemental dans plusieurs disciplines, badminton, volley, handball, futsal, basket ou encore gymnastique. Ce hall sportif sera équipé de vestiaires collectifs et de 2 salles sportives annexes de 150 m² chacune. Une dédiée aux activités gymniques et artistiques, danse, et une autre destinée au sport de combat. Chacune sera chauffée et équipée d'un vestiaire collectif. Afin d'organiser la livraison de ce nouvel équipement, une dénomination est nécessaire. Il est proposé au Conseil le nom de Alice Milia, pionnière du sport féminin en France et à l'international. Au début du XXe siècle, elle a fortement milité pour l'accès des femmes aux compétitions sportives, notamment en athlétisme, alors interdite aux Jeux olympiques. Il faut dire que la partie n'était pas gagnée, si je puis dire, puisque Pierre de Coubertin définissait les épreuves sportives féminines comme inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Donc, c'était pas très élégant. Et fondatrice de à tout le moins, fondatrice de la Fédération sportive féminine internationale, FSFI, elle a organisé les Jeux mondiaux féminins en 1922-1934, qui contribuent directement à la reconnaissance du sport féminin et à l'entrée progressive des femmes aux Jeux olympiques. Voilà donc la délibération pour cette proposition d'attribuer le nom de Alice Milia à ce nouveau complexe sportif. Merci. Merci, chers collègues. Tu veux intervenir, Christian? Alors, il faut bien Oui. lever, parce qu'on ne se voit plus, il faut... C'est Jackie, tu es coquin, tu c'est nous Jackie, caches. c'est comme ça, Jackie. J'allais presque dire que Jackie nous fait de l'ombre. Il y a un petit changement, c'est comme ça. Vas-y. Allez-y. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. C'est le dernier conseil municipal et nous avions pensé qu'il allait uniquement traiter des affaires courantes, des décisions urgentes qui ne pouvaient pas attendre le prochain conseil municipal. Or, nous constatons que plusieurs décisions structurantes à 3 semaines d'un scrutin, ce qui révèle à notre sens d'une démarche de communication. Je pourrais en citer 7 ou 8, mais nous y reviendrons au fur et à mesure. Sur le nouveau complexe sportif, la dénomination d'Alice Milia nous pose problème. Tu faisais un historique par rapport à la présence des femmes au niveau des Jeux olympiques. Sache qu'elles avaient le droit de vote qu'à partir de 51. Ce n'est pas une bonne chose, il a fallu attendre 51. Là, lorsque tu parles de cela, c'était quelque chose, c'était autre temps, autre mœurs. Je pense que c'est... La dénomination, il y a plein de champions sportifs béglais, plein de championnes sportives béglaises qui mériteraient d'avoir leur nom sur un stade. Je ne vais pas toutes les citer, j'en connais au moins une bonne dizaine. Donc je regrette. D'autant plus, je le regrette, que ce nom d'Alice Milia est annoncé dans votre programme, est annoncé dans le programme de la nouvelle équipe que va vous présenter monsieur le maire. C'est donc une forme de délit d'initié, je suis désolé, c'est-à-dire qu'on va mettre un nom qui a déjà été choisi auparavant, donc vous comprendrez que nous votons contre ce principe même. Merci. Alors, si on passe la délibération maintenant, c'est parce qu'il y a une raison qui concerne la construction du gymnase, puisque sur le nom, sur le fronton du gymnase, il y aura le nom, donc Alice Milia, qui en fait, il sera gravé. Et donc l'entreprise, pour pouvoir positionner
son nom avait besoin, dès ce conseil, de la délibération et du nom. Et après, j'ai pas bien compris votre explication sur votre temps entre mœurs, mais en tout cas, moi, les propositions de Pierre de Coubertin, elles sont absolument pas acceptables, même si c'était un monsieur qui a fait de grandes choses pour le sport masculin. En tout cas, son positionnement sur les femmes et sur le sport féminin, même à l'époque, était inacceptable. Même à l'époque, il était très contesté. Et il a même contesté sur d'autres sujets. Voilà, d'autres sujets. Donc, ce n'était pas forcément une bonne personne, à vrai dire, ce monsieur. Et donc, nous, on est très fiers d'avoir un gymnase Alice Milia sur la commune de Bègles, sachant qu'on n'est pas la seule commune à avoir fait ce choix qui met en avant une grande sportive et une grande française qui a rayonné au niveau international, au niveau sportif, parce que c'était une grande sportive, mais également au niveau politique, dans le bon sens du terme, à savoir qu'elle a porté fortement la reconnaissance du sport féminin. Et d'ailleurs, le combat n'est pas fini, parce que quand on voit actuellement les audiences, les sponsors, également les salaires des sportives féminines, en comparaison des sportifs masculins, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. Et je me souviens très bien, par exemple, je ne vais pas me tromper, de la capitaine de l'équipe de foot des USA, je crois, qui avait fait une belle non m'échappe actuellement, mais comment ? Rapinoe, c'est ça, qui avait bien fait un beau bras de fer et qui avait obtenu gain de cause pour la reconnaissance des sportives, des footballeuses américaines, le soccer. Voilà pourquoi cette délibération était nécessaire, chers collègues. Alors, Monsieur Mishrafi. Pardon, Monsieur le maire, je vais lever la main. Monsieur Bagat, alors. Merci beaucoup. En ce qui concerne Pierre de Coubertin, j'ai même beaucoup plus d'arguments que vous venez d'en utiliser. Tout à fait d'accord avec vous là-dessus, et je ne reviens pas là-dessus. En ce qui concerne la dénomination, elle a été faite en amont, monsieur, puisque vous avez dans votre projet, dans votre programme déjà qualifié, alors que nous allons le voter ce soir. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas la voter telle que c'est présenté. Merci beaucoup. Monsieur Mishrafi, alors après, ce qui est souverain, c'est le conseil municipal. Hein. Donc si le conseil municipal ne vote pas cette délibération, eh bien, voilà, ça ne sera pas inscrit au fronton du gymnase, mais je pense que le conseil va voter cette délibération. Ouais. Monsieur Mishrafi. Bon, écoutez, si la figure d'Alice Milia est respectable et cohérente, hein, le problème n'est pas là. Avec la promotion du sport féminin, là n'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi ne pas avoir organisé une consultation des habitants, des associations sportives locales ou des scolaires? Pourquoi ne pas avoir proposé au moins plusieurs noms? Pourquoi ne pas avoir, envisagé une personnalité donc locale qui a marqué l'histoire béglaise, sportive et féminine? Nous avons des noms, c'est pas. Et puis il n'y a rien dans la délibération sur ce nouveau complexe, comment il s'articule avec les besoins des clubs existants. Aucune idée. Aucune idée sur les coûts de fonctionnement futur, hein, le chauffage, l'entretien, le personnel. Bon, on pose ce type de questions dans un contexte quand même qui est, je dirais, budgétaire, contraint. Merci. Alors, chers collègues, Marc Chauvet veut répondre, puis je vous répondrai. Juste par rapport aux autres clubs, je vous informe qu'il y aura un comité de pilotage qui sera réuni après les vacances de février. Voilà, donc voilà par rapport aux associations. Et tout le monde sera donc consulté. On va travailler ensemble en équipe avec l'ensemble des associations béglaises. En fait, dans cette délibération, on ne remet pas tout. On a déjà eu le débat. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors des délibérations précédentes sur ce complexe sportif, sur les enjeux, sur son fonctionnement, sur les questions que vous avez posées, à savoir que ça va être un gymnase qui n'aura pas de club résident, comme d'autres gymnases sur la commune, ça peut exister, mais qui sera plutôt là à la fois pour proposer des créneaux supplémentaires aux clubs, qui permettent d'accueillir plus de licenciés, plus de pratiquants,
à la fois d'organiser des compétitions, vous l'avez entendu, et donc qui en plus des équipements que nous avons sur la commune, et ça va permettre aussi, on le souhaite, on a décidé l'équipe, après on verra bien la prochaine équipe si elle continue dans cette thématique-là, de privilégier sans exclusivité, mais de privilégier en termes de créneaux et de pratiques dans ce complexe la pratique féminine et la pratique inclusive. Voilà. Donc ça on l'avait déjà dit, donc on le redit en conseil municipal. Voilà. Et alors sur la concertation, par exemple, actuellement, nous avons 2 concertations en cours sur 2 placettes sur la commune. Vous pouvez, je ne sais pas si elles sont fermées, je ne crois pas, je crois qu'elles continuent. On doit pouvoir encore voter, je crois, sur Internet. Ou alors si elles sont fermées, c'est tout récent, où il y avait plusieurs noms qui étaient proposés. Par exemple, la dernière en date qui a abouti, ça a été le Jardin des Lavandières, par exemple, au niveau de Terre-Neuve. Donc voilà, on organise des concertations, mais là, le choix qui a été fait, ça a été de célébrer ce grand nom de cette grande sportive française qui a eu des répercussions internationales historiques et qui, malheureusement, n'est pas assez connue. Voilà. Donc, on sait que c'était une bonne chose. Et sachez qu'il y a un gymnase Alice Milia à Mérignac et il y a un gymnase Alice Milia à Bordeaux. Edwige Lubernet. Oui, monsieur le maire, ça s'inscrit dans une politique réelle et de choix de notre part dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, puisqu'il y a un déficit énorme en France et à Bègles de noms, de rues, d'établissements, de gymnases au profit des femmes. Et c'est pourquoi nous avons choisi, en effet, volontairement, ça nous arrive aussi parfois, ce nom, parce que pour nous, il était le symbole aussi d'une femme faisant du sport. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Là, on vous l'a assez bien expliqué. Je voudrais juste il me semblait avoir compris, monsieur Bagat, que vous avez annoncé le vote des femmes en 51. Or, il me semble bien que c'est le 29 avril 1945, après un décret de De Gaulle, que les femmes ont voté pour la première fois. Ce n'étaient pas toutes les femmes, mais juste, je me souviens, en 2025, avoir fêté les 80 ans de cette loi qui permet aujourd'hui à nous toutes de pouvoir être élues. Et aussi, voilà, grâce à la loi de la parité qu'on a portée. Donc voilà, c'était juste pour apporter un éclaircissement. Merci pour ces précisions importantes. Pierre Wallet. Non, juste pour dire qu'il reste 3 jours pour voter pour le nom de la future place, tout comme pour le nom de la future place réaménagée en lieu et place de la friche qui fait l'angle, la pelleterie au niveau de l'arrêt de tram Belle-Rose. Donc 3 jours, c'est toujours possible. Voilà, d'ailleurs, les travaux sont en cours sur la place dite pour l'instant Saki-Limousin. Qui souhaite prendre la parole? Christian Magat. Merci, monsieur le maire. Edwige, simplement, 1945, c'est quand certaines femmes ont eu le droit de vote, pas toutes. Oui, toutes, elles étaient. J'étais peur. À partir... C'était bon. Ce n'est pas bien grave, c'était quand même récent. En ce qui concerne le nom, je suis d'accord pour un nom féminin. Je viens de dire, et nous venons de dire avec mes collègues de l'Espoir Béglé, que simplement il y avait des noms de femmes à honorer sur Bègles, qui étaient des très grandes sportives, qui sont allées aux Jeux Olympiques et qui ont fait beaucoup de choses pour notre commune. Et c'était des noms de femmes de notre commune que nous souhaitons mettre en exergue. Voilà, merci beaucoup. Merci. Il y aura d'autres lieux, bien sûr. On pourra également baptiser, on y veillera, de mettre à l'honneur des sportifs béglaises. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre l'Espoir Béglais? La délibération est donc adoptée. Et je dois faire voter, j'ai oublié, les décisions municipales. Donc je propose de faire voter les décisions municipales. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention du groupe Espoir Béglais. Elles sont donc adoptées. Deuxième délibération, dénomination du gymnase du Dora, gymnase Georges Rossignol. Oui, merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, depuis le 1er janvier 2026, la ville de Bègles a intégré dans son patrimoine communal le complexe sportif du Dora.
à la suite de la reprise du patrimoine, anciennement en propriété de la SNCF et géré par l'association de CASI, qui est le comité d'entreprise. Cette intégration marque une étape importante dans la consolidation du patrimoine municipal et dans la continuité de l'usage sportif et associatif du site. Dans ce contexte, la commune souhaite attribuer officiellement au gymnase du Dorat le nom de gymnase Georges Rossignol. Il n'y a pas eu de délibération jusqu'à maintenant. Georges Rossignol est reconnu pour son engagement au service du territoire et de la vie locale, notamment par son implication durable dans le développement des activités sportives et associatives. Son action en faveur du lien social, de la transmission des valeurs sportives et de l'engagement bénévole a marqué plusieurs générations d'usagers et d'acteurs locaux. Cette dénomination vise ainsi à saluer un parcours exemplaire et à inscrire dans le patrimoine communal la mémoire d'un acteur investi au service de l'intérêt général. Par cette délibération, si vous la votez, le conseiller municipal entend formaliser une reconnaissance publique forte en cohérence avec les valeurs portées par cet équipement dédié au sport, à la jeunesse et au collectif. Merci. Merci. Vincent Boivinet. Monsieur le maire, chers collègues, il est des femmes et des hommes que l'histoire retient en raison de leur naissance, de leur position sociale ou des circonstances. Et puis il y a celles et ceux qui ne doivent leur place dans la mémoire collective qu'à leur engagement. Georges Rossignol n'était pas destiné à devenir une figure de notre histoire locale. Il était cheminot, ouvrier aux ateliers SNCF de la gare Saint-Jean, syndicaliste CGT et militant communiste. Un homme du monde du travail, un homme parmi les siens. S'il est devenu une figure pour Bègle et pour la Gironde, ce n'est pas par héritage, c'est par élévation. Élévation par l'engagement, élévation par le courage. Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans la résistance au sein des cheminots. Il est arrêté, déporté à Dachau. Il connaît l'indicible et pourtant il revient. Il revient marqué dans sa chair mais intact dans ses convictions. Fidèle à l'idée que la justice sociale, la dignité humaine et la liberté ne sont pas des mots, mais des combats. Installé à Bègle, il partage la vie de Simone Rossignol, qui deviendra, elle, maire de notre commune de 1971 à 1984. Il incarne un engagement constant au service du progrès social, de la solidarité et de la mémoire de la résistance. À travers son parcours, Georges Rossignol représente une génération pour qui le combat ne s'est pas arrêté à la libération. Une génération qui a compris que la démocratie politique ne vaut que si elle s'accompagne de la démocratie sociale. Donner son nom à un gymnase, ce n'est pas seulement honorer un résistant, c'est transmettre une mémoire, c'est rappeler aux jeunes générations que la liberté a un prix, que les droits sociaux ont une histoire et que cette histoire s'est écrite ici, dans nos quartiers, dans nos ateliers et dans nos gares. À l'heure où la gentrification avance, où certains parlent de boboisation, comme si notre ville changeait de nature, il est essentiel d'affirmer que la mémoire ouvrière n'est pas un folklore du passé. Elle est une réalité vivante. Aujourd'hui encore, ouvriers et salariés représentent plus de 2/3 des actifs de la ville de Bègle. Nommer ce gymnase Georges Rossignol, c'est affirmer que Bègle reste une ville populaire, fière de son histoire ouvrière, fière de ses résistants, fière de celles et ceux qui ont élevé leur vie par l'engagement collectif. Merci, chers collègues. Donc on officialise en fait un usage, puisque ce complexe s'appelait déjà Georges Rossignol. Il y a même une plaque sur la devanture du complexe. Donc ça permet de clarifier les choses officiellement. Je propose de passer au vote. Monsieur le maire. Christian Bagat, alors, prenez la parole. Oui, j'allais évoquer cette plaque. Elle a été faite le 1er décembre 2007. Ça s'appelle déjà l'espace Georges Rossignol. Et c'était pour les 70 ans de la SNCF que nous avons honoré cette salle. J'y étais. Il y avait Madame Simone Rossignol et il y avait aussi Jean-Jacques Paris. Et nous étions ensemble ce jour-là. Donc je ne vois pas pourquoi on le donne aujourd'hui. C'est déjà l'appellation qui lui était déjà donnée. Donc bien sûr qu'on dit oui avec les deux mains. On est d'autant plus content. Mais c'était déjà le cas depuis le 1er décembre 2007. Cet espace s'appelle déjà Georges Rossignol. Oui, d'accord, merci. Comme ça rentre dans le patrimoine municipal,
on officialise les choses du point de vue municipal. Donc on est tous d'accord. Je vous donnerai cette belle personne. Je vous propose de passer au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 3, Marc Chauvet. Maison Sport Santé de Bègle, convention avec Mon Vélo Ma Santé, Maison Sport Santé mobile. Oui, monsieur le maire, chers collègues, depuis son ouverture au public en septembre 2021, la Maison Sport Santé de Bègle constitue un levier majeur de lutte contre la sédentarité et l'isolement, en cohérence avec les politiques publiques de la santé. Intégrée au service vie sportive de la ville, elle informe les usagers sur les bénéfices de l'activité physique et les oriente vers l'offre sportive locale. Elle propose aux bénéficiaires une prise en charge dans un parcours de découverte ou de reprise d'activité physique, un bilan physique et motivationnel initial puis tous les 3 mois et un programme d'activité physique encadré, personnalisé et adapté à leurs conditions ou à leur éventuelle pathologie avec pour objectif une pratique autonome et durable. Face à une demande croissante des administrés et afin de répondre aux exigences liées à l'habilitation que nous avons, la ville souhaite renforcer son offre d'activité physique. Ne disposant pas en interne d'éducateurs titulaires d'une licence STAPS activité physique adaptée, elle s'appuie sur un partenariat avec l'association Mon Vélo Ma Santé. Voilà, si vous votez cette délibération. La convention prévoit que l'association Mon Vélo Ma Santé encadrerait l'activité hebdomadaire de vélo sport santé, qui réaliserait des bilans individuels pour des publics présentant des limitations fonctionnelles élevées et animerait des actions sport santé ponctuelles lors d'événements municipaux. Il s'agit donc d'avoir cette association qui a des compétences que nous n'avons pas, puisque nous pouvons encadrer grâce à nos étapes des ateliers niveau déclic, et là, ça serait des ateliers niveau élan. La facturation se ferait ponctuellement, autour de 60 €. Vous avez la convention qui est en annexe. Voilà, et donc c'est dans le dispositif PEPS que vous connaissez, prescription d'exercice physique pour la santé. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Misrafi. Nous soutenons évidemment l'objectif de lutte contre la sédentarité et l'isolement. Et nous saluons l'habilitation obtenue auprès de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Cependant, cette délibération met en lumière une fragilité. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit dans la délibération, vous venez de le dire, que la ville reconnaît ne pas disposer en interne d'éducateurs titulaires d'une licence STAPS, activité physique adaptée. Cela pose quelques questions. Pourquoi cette compétence n'a-t-elle pas été anticipée depuis l'ouverture de la maison? Je signale que l'ouverture, c'est en 2021 et nous sommes en 2026. Il n'y a rien qui est noté. Est-ce que vous avez l'intention de recruter ou de continuer à externaliser durablement cette mission? Nous n'avons pas d'idée sur le coût comparé entre un recrutement pérenne et le recours à un prestataire. L'article 8 prévoit qu'un comité de suivi pourra, entre guillemets, être réuni au moins une fois par an. Ce caractère facultatif, il peut être critiqué. Pourquoi ne pas rendre le comité annuel obligatoire? Et puis surtout, où sont les objectifs chiffrés? Vous parlez de 60 € par séance, mais aucun volume minimal au plafond annuel n'est inscrit dans la convention. Ça pose, en tout cas, pour moi, un problème de pilotage budgétaire dans une période où la finance, donc, ne fait défaut. Merci. Je réponds, Mohamed, simplement par rapport au niveau de compétences. Le niveau élan s'adresse à des personnes qui ont des pathologies plus lourdes
Et donc, jusqu'à maintenant, effectivement, elle devait donc aller à l'extérieur si elle le souhaitait. Donc là, ça permet d'avoir donc des ressources internes, puisque c'est l'association qui va venir chez nous. Après, le volume actuel qui est mesuré ne justifiait pas un recrutement particulier. Donc, à voir dans l'avenir. Il faut donc être observateur, voir ce qui va se passer. Pour l'instant, le besoin ne s'en faisait pas sentir. Donc là, c'est une possibilité supplémentaire que l'on propose, mais le fait d'avoir cette compétence n'était pas à l'origine indispensable. Donc à voir, il faut évaluer maintenant. Je vous remercie, chers collègues. En effet, c'est un recrutement, c'est beaucoup plus cher. Là, on parle de quelques milliers d'euros par an. C'est une montée en puissance de cette nouvelle activité. Et donc, plutôt que recruter quelqu'un qui aurait les compétences, on teste avec un partenaire. Voilà, évidemment. Voilà. Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, ça va me permettre de compléter l'ensemble du dispositif déjà existant qui rencontre les Béglaises et les Béglais, parce que c'est tout le temps plein. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention du groupe Espoir Béglais. Délibération adoptée. Délibération numéro 4, Benoît d'Ancona. Reversement de la totalité des fonds obtenus lors de la vente des livres aux associations Ludosens et les clowns stéthoscopes de Bègle. Alors, comme c'est le dernier conseil pour moi, après 12 ans de mandat comme conseiller municipal délégué à la lecture publique, monsieur le maire, vous me permettrez de dire quelques petits mots rapidement, je vous le promets, avant de présenter la délibération. Je voulais tout simplement souligner la qualité du travail des agents de la bibliothèque sous la direction, depuis que je suis conseiller municipal, avec cette délégation de Dominique Mitou, puis Cécile Fauconnet, puis Dadaï Danfald. Je voulais dire aussi que j'étais très fier d'avoir fait voter la gratuité, même si ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, mais d'avoir fait voter la gratuité de la bibliothèque. Et je voulais aussi former le vœu que la prochaine équipe municipale trouve les moyens de fournir aux Béglaises et aux Béglais et aux agents de la bibliothèque des bâtiments plus adaptés à notre époque pour que la culture, et en particulier la lecture, soit plus que jamais accessible au plus grand nombre. J'ai au moins tenu une promesse, j'ai été rapide. Sur la délibération proprement dite, donc j'explique par avance à notre collègue Christian Bagat pourquoi la délib intervient maintenant. C'est tout simplement que comme c'est moi qui ai fait le choix des associations, c'est plutôt logique que ce soit moi qui assume et pas un collègue qui fera avec la décision que j'ai prise. Donc c'est pour ça qu'on prend la délibération maintenant en anticipant. Donc, vous le savez, une bibliothèque ne peut pas garder tous ses documents. Il faut faire de la place aux nouveautés et supprimer des rayons, ceux que plus personne n'emprunte. C'est ce qu'on appelle le désherbage. C'est le terme officiel. À Bègle, il a lieu tous les 2 ans et depuis quelques années, il a lieu à l'occasion de la rentrée béglaise début septembre. Les livres sont vendus 1 € pièce et pour la 4e fois, alors qu'après jusque-là, ça allait dans les caisses de la commune. Là, nous avons décidé que la recette devait aller à une association béglaise. Comme il y a cette année 9000 documents à vendre, donc ça fait beaucoup, nous vous proposons de diviser la recette en 2 pour que 2 associations bénéficient au maximum de 4 500 € si on arrive à tout vendre. Donc les associations sont d'une part Ludosens qui travaille en faveur de ceux qui souffrent d'un handicap invisible et deuxièmement les clowns stéthoscopes qui font des spectacles en EHPAD et dans des établissements hospitaliers. Voilà l'objet de cette délibération. Merci, chers collègues. Y a-t-il une prise de parole? Christian Bagat, allez-y. Non, c'est pour dire simplement à Benoît Ancona qu'il écoute bien. Je vous avoue que je ne savais pas que ça s'appelait un désherbage. Et il l'a entendu tout à l'heure, c'est pour ça. Voilà, merci. Moi, je ne le savais pas. On le dit tous les ans, chers collègues, c'est pas grave. Eh bien, j'écoutais pas. Voilà. J'écoutais pas. Faut être attentif un peu quand même. Tous les ans, on le dit. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 5. Nadia Benjeloun Makali. Demande de subvention au titre des acquisitions d'œuvres du musée de la création franche. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération concerne une demande de subvention destinée à accompagner la politique d'acquisition du musée de la création franche.
Donc un établissement, je le rappelle, reconnu Musée de France. Donc ce label, il a été attribué par le ministère de la Culture et ça reconnaît l'intérêt public des collections du musée. Et donc ça implique aussi des exigences fortes en matière de conservation, d'inventaire, de restauration, mais aussi d'enrichissement régulier des collections. Cette reconnaissance nous permet également d'accéder au fonds régional d'acquisition pour les musées, cofinancé par l'État via la DRAC et par la région aussi Nouvelle-Aquitaine. Donc ce dispositif accompagne les musées dans leurs acquisitions, permet à la ville de bénéficier d'un effet levier financier pour développer son patrimoine sans en supporter seule la charge. Donc les œuvres concernées s'inscrivent dans ce projet scientifique et culturel du musée et participent à son rayonnement tout en préparant son avenir. Voilà, donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à solliciter cette subvention afin de soutenir une politique patrimoniale de qualité cohérente pour notre territoire. Merci. Merci, chers collègues. S'il n'y a pas de prise de parole, je propose de passer au vote. Qui est pour? Ah, il y a une prise de parole, Monsieur Mishrafi. Allez-y. Excusez-moi, donc j'aurais 2 ou 3 petites remarques à faire. S'il vous plaît. Eh bien, je vous en prie. Bon, ce que nous regrettons dans cette délibération, c'est il n'y a pas de précision sur les acquisitions envisagées. C'est pour ça qu'on considère que cette délibération reste très générale. Quelles œuvres sont concernées? On ne sait pas. Pour quel montant global? On ne sait pas. Selon quels critères de sélection et avec quel avis scientifique, surtout. Donc, commission d'acquisition, experts, conservateurs, pas d'idée. D'autant plus que le musée de la création franche est reconnu musée de France, ce qui implique un cadre scientifique, etc., rigoureux. Nous n'avons pas d'idée aussi sur le coût indirect, c'est-à-dire les assurances, la restauration, la conservation, médiation, liées à chaque nouvelle œuvre donc intégrée au patrimoine communal. Doit-on acheter ou plutôt prioriser donc la valorisation des collections existantes avant donc les enrichir davantage dans un contexte financier contraint pour les collectivités? Ce sont ces questions donc qu'on n'a pas trouvées. On n'a pas trouvé de réponse dans la délibération. Oui, alors je vais répondre. En effet, dans la délibération, c'est une délibération finalement assez technique, donc il n'y a pas l'ensemble effectivement des éléments que vous énumérez. Donc en fait, c'est le cadre qui permettra de pouvoir enrichir la collection. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'en est pas au chiffrage ni aux œuvres qui vont être acquises, même si je peux vous dire que ça va être le cas et qu'il y aura en effet des acquisitions régulières, puisque comme vous l'avez dit vous-même, il y a des exigences liées au label Musée de France. Donc en effet, il faut enrichir régulièrement quand on a un musée comme ça le sera, parce que ça va être un très beau musée qui va être largement agrandi, rénové, qui va permettre de faire connaître aussi vraiment un art très particulier qui est donc de l'art brut, qui a été défini par Jean Dubuffet comme quand même aussi un art un petit peu en dehors aussi de l'art classique. Donc ça permet aussi à des artistes qui sont, disons, des artistes un peu parfois en marge de la société, pas tous, mais pour certains, de pouvoir être reconnus. Donc ce n'est pas forcément d'ailleurs des œuvres extrêmement coûteuses. Il y a eu un gros travail déjà pour les 20 000 œuvres qui ont été acquises de ce qu'on appelle un récollement, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un énorme travail de l'équipe, une conservation. D'ailleurs, je vous invite lors des Journées du patrimoine à aller voir les collections puisqu'elles ont été présentées et l'équipe gentiment vous expliquera dans le détail comment ce travail-là a été fait, de conservation, de nettoyage, et effectivement de restauration parfois effectivement nécessaire, puisque c'était l'objet aussi de la rénovation, agrandissement de ce musée, c'est-à-dire d'avoir aussi un espace qui permet une meilleure conservation de ces œuvres, qui sont des œuvres très importantes et qui on peut s'honorer dans une ville comme la nôtre, d'avoir ce musée qui, je rappelle quand même, est un musée aussi, un équipement métropolitain, même si c'est géré par la ville. Donc la charge de ce musée a été portée aussi par la métropole, il faut le rappeler.
remercier aussi le fait qu'on ait soutenu ce projet, ce qui est très important. Donc on ne manquera pas la prochaine équipe, en tout cas, voilà, de dire un peu comment effectivement ces acquisitions seront faites. Et dans le cas du Musée de France, il y a aussi un accompagnement, il y a des experts en effet, il y a un comité très sérieux et tout ça rentre en effet dans le cadre de la labellisation. Voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Thomas. Oui, je me permets de reprendre les propos de Christian au début du Conseil. C'est en fait quel est le caractère d'urgence par rapport à cette... pourquoi l'avoir mis à ce Conseil? Peut-être que je n'ai pas tous les éléments forcément, mais enfin, là, il me semble que c'est dans le cadre de pouvoir se projeter lors de la réouverture du musée. Ça fait pas si longtemps qu'on est musée de France, et puis il faut prévoir la réouverture, et à ce moment-là, alimenter le musée de ses œuvres, tout simplement. Hein. Et donc, on n'est pas si loin de cette réouverture qu'il faut quand même programmer en avance. Voilà. Merci. Merci. Et puis en plus, là, cette délibération est une délibération cadre qui permet au service de travailler tout simplement et de monter les dossiers de demande de cofinancement et de subvention d'acquisition d'œuvres. Hein. Étant donné que, comme ça a été bien précisé, c'est un musée de France, nous avons obtenu le label, cette belle reconnaissance du premier coup, hein, ce qui prouve que même avant, on avait une politique scientifique très sérieuse et vraiment très travaillée. Voilà. Donc évidemment, ça va continuer, d'autant plus que maintenant, nous sommes accompagnés par le FRAM, la DRAC et le FRAC pour l'ensemble des acquisitions d'œuvres. Donc là, c'est une délibération de principe demandée par les services pour pouvoir commencer à monter les dossiers de subvention. Et là, on peut tous être d'accord que si on arrive à trouver des subventions pour les finances municipales, c'est bien mieux. Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient? Qui vote contre? Vote contre du groupe Espoir Véglay. Délibération adoptée. Délibération numéro 6. Convention de partenariat avec la Fondation Guignard dans le cadre d'un mécénat avec le Musée de la Création Franche. Nadia Benjeloun-Makali. Donc, je vous présente une délibération relative à la signature d'une convention de partenariat avec la Fondation Guignard dans le cadre d'un mécénat au profit du Musée de la Création Franche. En 2023, donc, le Musée de la Création Franche a acquis la sculpture monumentale La tête de l'oiseau euphorique, qui est inscrite dans sa politique d'enrichissement des collections. C'est une œuvre forte de l'art brut et elle viendra accueillir le public à l'entrée du musée lors de sa réouverture l'année prochaine. Cette œuvre, longtemps exposée en extérieur avant son acquisition, a nécessité une restauration importante, validée par la commission scientifique régionale et réalisée en 2025 grâce au soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et au mécénat citoyen. Et je rappelle que pour le musée, il y a une part très importante aussi du mécénat. Pour permettre sa présentation au public dans des conditions optimales de conservation et de sécurité, la réalisation du socle sur mesure est aujourd'hui indispensable et son coût s'élève à 3 000 €. La Fondation Guignard a accepté de financer intégralement cette dépense dans le cadre donc d'un mécénat. Voilà, donc cette délibération vise donc à approuver la convention correspondante. Merci. Merci, chers collègues. Voilà, je tiens à saluer le travail des équipes du Musée de la Création Franche qui permettent d'aller chercher un grand nombre de cofinancements et notamment des mécènes. Donc c'est une bonne chose. Christophe Thomas, allez-y. Je dirais que autant sur la précédente, on ne comprenait pas le calendrier, autant là, on peut comprendre qu'il y a nécessité de sécuriser un partenariat avec un mécène qui nous semble être une bonne opération. Donc c'est pour ça que nous voterons pour. Eh bien, donc passons au vote. Qui est pour? Unanimité. Délibération numéro 7. Don de biens mobiliers de l'association Créac à la ville de Bègle. Nadia Benjeloun-Makali. Comme vous le savez, la ville de Bègle a effectué la reprise en régie de l'activité de l'association Créac et son rattachement à l'entité municipale Cité Cirque, donc à partir de début janvier, du 1er janvier. Donc il y a eu aussi, je rappelle, une assemblée générale extraordinaire du Créac en mai 2025 qui a acté la dissolution de l'association et le transfert des biens mobiliers et financiers de la ville de Bègle à partir de, donc toujours du 1er janvier. Donc ce transfert de biens correspond à un intérêt général et ça permet bien sûr une continuité des manifestations culturelles portées par la Cité Cirque.
Et donc, il s'agit, avec cette délibération très technique, finalement, de transférer des biens concernés, comme par exemple la caravane Airstream Circo Mobile, qui est un outil de médiation qui est très apprécié, qui intervient notamment dans les écoles, dans les quartiers prioritaires, avec des écoles bien sûr. Voilà, donc c'est un outil qui appartient à l'association Léna d'Asie, qu'on connaît bien. Donc on connaît l'artiste qui s'appelle Cécile Léna. Et donc cette caravane est valorisée à hauteur de 30 000 €. Bon, je ne vais pas peut-être vous détailler l'ensemble de ce qui est transféré, mais il y a un ensemble de choses, une illustration originale, voilà, qui s'appelle Aikiko et le loup noir, qui sera valorisée par ailleurs. Donc il s'agit effectivement, avec cette délibération, de permettre le transfert donc à la Cité Cirque de ces biens qui sont donc toujours très utilisés et qui seront voilà, qui permettent aussi la continuité de l'activité Cité Cirque. Merci. Merci. S'il n'y a pas de prise de parole, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? L'abstention de groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Délibération numéro 8. Amélie Cohen-Langlais. Tarif pour la mise à disposition de la cuisine pédagogique. Gilles Davot. Merci, monsieur le maire. Nous venons avec cette délibération finaliser toute la démarche qui a été entreprise autour, évidemment, du projet de nouvelle cuisine. Dans un premier temps, nous avions décidé pour l'atelier pédagogique de rester sur les tarifs que nous pratiquions précédemment, notamment puisque la nouvelle cuisine municipale est arrivée, entrée en fonction juste à la rentrée, et que dans le cadre du bon partenariat que nous avons avec les organismes de formation, il ne nous paraissait pas pertinent de perturber directement leur fonctionnement et puis leur équilibre économique, puisque ce sont des acteurs aussi qui sont importants pour le territoire et qui sont aussi parfois en difficulté. Et cependant, cet outil est quand même beaucoup plus performant et pertinent et utile dans la formation des cuisiniers. Et donc, il était tout de même logique qu'on en tire les conséquences sur les tarifs par rapport à ce qui était pratiqué pour les quelques formations qu'on pouvait faire dans l'ancienne cuisine centrale, puisque dans l'ancienne cuisine, les formations évidemment cohabitaient avec la production dans le même espace, ce qui limitait beaucoup les possibilités. Aujourd'hui, nous avons continué avec nos anciens partenaires, et notamment l'AFEC qui travaille sur la formation de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Mais nous sommes en train de développer beaucoup d'autres partenariats, notamment avec le CNFPT, et puis aussi avec, par exemple, le campus régional de l'alimentation, que la région et d'autres partenaires sont en train de monter, pour lequel un bâtiment devrait exister, mais plutôt du côté de Poitiers. Et donc, dans les discussions qu'on a pu avoir, notamment avec la région, notre cuisine paraît pouvoir être aussi un des camps de base, finalement, du campus régional de l'alimentation pour former notamment les cuisiniers des lycées, évidemment, pour la région, mais pas seulement. Donc, on a eu une première formation du campus régional de l'alimentation qui s'est tenue fin novembre, en présence de Régis Marcon, le chef étoilé, et qui a permis de former un certain nombre de cuisiniers. Alors, évidemment, on avait eu la possibilité d'inscrire 2 de nos cuisiniers de Bègles, mais aussi des cuisiniers, évidemment, des lycées, de lycées et de collèges girondins. Et donc, c'est vraiment un outil qui, pour nous, est intéressant à la fois pour la question de l'insertion, puisqu'on sait que les métiers de la cuisine sont en tension et qu'on cherche des cuisiniers, que c'est aussi un métier qui intéresse beaucoup de personnes et qui peut permettre d'exprimer beaucoup de choses, et y compris d'émotions par ces techniques-là. Et donc, il y a vraiment tout cet aspect insertion. Et puis, il y a aussi ce qui nous tient peut-être encore plus à cœur, la question de la restauration collective et de l'amélioration de la qualité de la restauration collective pour qu'elle ne soit plus nulle part, comme elle n'est plus déjà depuis longtemps à Bègles,
avec une réputation de mauvaise qualité, etc. Et que voilà, on puisse aussi accompagner les autres territoires dans la progression pour que notamment les enfants et les jeunes puissent être nourris correctement quand ils sont dans leurs établissements scolaires. Voilà, donc la délibération détaille évidemment les tarifs qui ont été calculés pour permettre de couvrir en fait les coûts de fonctionnement de l'équipement et qu'on puisse, nous, par rapport aux investissements qu'on a fait, aussi générer des recettes avec cet atelier. Évidemment, je dis juste un mot sur le fait que cet atelier s'appelle Gilles Davot. Gilles Davot, qui n'est pas une grande star de la cuisine, mais qui est une personne extrêmement importante qui travaille notamment beaucoup sur la question de la restauration collective, la justesse des cuissons, les légumineuses, protéines végétales. Et donc, c'était important pour nous de l'honorer par cette dénomination. Donc, il était présent à l'inauguration. Et pour ma part, je suis contente, effectivement, Benoît Dancona le disait tout à l'heure, voilà, de finir le mandat, même si j'ai une autre délibération après, dans ce compagnonnage, voilà, à la fois les agents, la cuisine, évidemment, Nicolas Madé en tête, et puis l'ensemble de l'équipe, et puis d'autres personnes comme Gilles Davot qui sont dans une mission, une vocation de vraiment améliorer par la cuisine la santé, notamment des enfants et des jeunes. Merci. Merci beaucoup, merci Amélie. Y a-t-il des prises de parole? Mohamed Mishrafi, allez-y. Notre intervention n'est pas sur la cuisine, donc, elle est sur les tarifs. Et donc la délibération porte l'objet tarifs pour la mise à disposition de la cuisine donc, pédagogique Jules Davot. Vous notez dans la délibération que vous avez fait un travail d'analyse des coûts, entre guillemets, hein, c'est exactement ce que vous avez noté, mais vous ne présentez pas ce travail d'analyse des coûts au conseil municipal. On ne sait pas quels sont les coûts complets intégrés dans le calcul. Est-ce qu'il y a des amortissements de l'investissement? Est-ce qu'il y a de l'énergie? Est-ce qu'il y a de l'entretien? Est-ce qu'il y a du personnel? Est-ce qu'il y a du nettoyage? Autrement dit, nous n'avons pas d'informations sur ces éléments-là. Deuxièmement, les tarifs que vous proposez, vous ne dites pas si ces tarifs couvrent donc réellement les charges ou s'agit-il d'une tarification partielle. Ça, la délibération est muette sur ce point-là. Et puis vous notez à propos de la cuisine pédagogique Gilles Davot, entre guillemets, et donc je reprends votre, comme une source de recettes pour la ville. Et là, je m'interroge sur cette orientation. Quelle est la priorité? C'est générer des recettes ou soutenir la formation, l'éducation alimentaire et les acteurs locaux? Les associations béglaises, les structures d'insertion ou les établissements scolaires, est-ce qu'ils vont bénéficier de tarifs différenciés ou non? La délibération est muette sur ce point. Parce qu'on a peur on réserve donc l'usage de cet équipement municipal à des organismes qui ont des moyens importants. Les autres, donc finalement, est-ce qu'ils auront les moyens d'utiliser? Après tout, c'est un équipement qui est financé par des fonds publics et doit d'abord servir l'intérêt général, local, avant d'être envisagé comme un levier de rentabilité. Merci. Amélie ? Alors, sur le calcul des coûts, tout d'abord, c'est un calcul qui intègre l'ensemble des frais de fonctionnement, donc notamment l'énergie, et puisque évidemment, dès qu'il y a un appareil de cuisson, c'est le grand sujet, ça va être l'énergie. Et donc, c'est un calcul qui a été fait par les services de la ville, à la fois côté finance, à la fois côté patrimoine, pour estimer ces coûts au plus juste. Donc voilà, c'est vraiment les frais de fonctionnement. L'idée, c'est que l'accueil de ces formations dans nos locaux ne coûte pas
à la ville, sachant que les organismes de formation ont un modèle économique, qui sont financés par un certain nombre de politiques publiques liées à la formation. Donc voilà, et puis c'est quelque chose qui a été qui leur a été présenté, qui a été discuté avec eux et qui n'a pas soulevé de choc particulier de leur part. Sur la vocation à trouver des recettes via cette cuisine. Alors déjà, la délibération, la délibération existe parce qu'il y a une nécessité légale, quand on va percevoir une recette, évidemment, de l'établir dans une délibération. Donc par définition, la délibération ne concerne que les acteurs payants. Les autres acteurs, alors évidemment les acteurs municipaux, à la fois les services et puis les établissements publics ont un accès gratuit à l'atelier pédagogique. D'ailleurs, j'étais à la cuisine pendant les vacances de février, il y avait un groupe du service jeunesse qui était là, avec à la fois des jeunes qui cuisinaient, d'autres qui faisaient des quiz sur l'alimentation, et puis avec une rotation. Donc je pense qu'on a... Après, je pense qu'il va falloir un peu de temps aussi pour que tout le monde aussi porte des projets qui intègrent finalement l'existence de cet outil-là. Mais en tout cas, évidemment, là, on a une gratuité. Et pour les acteurs extérieurs, mais à vocation sociale, solidaire, et avec lesquels on souhaite aussi dont on souhaite qu'ils puissent accéder à cet outil, il faudra qu'il y ait des conventions, puisqu'il y a évidemment des questions de responsabilité quand on utilise un bâtiment quel qu'il soit. Mais on a déjà accueilli là, il y a quelques semaines, une association. Et donc c'est des choses qui vont s'organiser. Mais effectivement, la délibération ne règle que la question des interventions payantes et ne règle pas, puisqu'elles sont réglées par convention, l'ensemble des autres partenariats. Et ce qu'on imagine, c'est que la cuisine soit plutôt sur des usages payants la journée, la semaine, alors que pendant les vacances, les soirées et sur d'autres moments où finalement la population est aussi beaucoup plus disponible, elle puisse là être mise à disposition, ou pendant les vacances, comme ça a été le cas pendant les vacances de février, à des usages béglés. Et l'idée, c'était d'avoir cet équipement qui a quand même coûté évidemment de l'argent, et que finalement les recettes, qu'on ait à la fois un équipement qui rapporte effectivement des recettes, mais qui soit toujours présent pour les usages gratuits nécessaires pour le territoire, et qui peuvent... je pense qu'au fil du temps, des associations vont aussi intégrer l'existence de cet outil et vont pouvoir l'intégrer dans leurs projets. Et ensuite, on fera des conventions, mais qui ne nécessiteront pas de passer par une délibération. Merci. Oui, cette cuisine pédagogique, c'est un très bel outil. Tout de suite, on a noué un partenariat avec l'Institut régional de l'alimentation, le campus régional de l'alimentation, parce que c'est un outil qui est quand même assez unique, je crois, au niveau régional. Donc, naturellement, on va avoir de nombreux partenariats. Étant donné la qualité en fait des services proposés dans cette cuisine pédagogique, dans cet écosystème alimentaire, et on a repris la philosophie des tarifs précédents qui existait déjà dans l'ancienne cuisine centrale. Également a été réalisé un parangonnage, une comparaison des tarifs qui peut se faire ailleurs, et donc on est tout à fait dans l'étiage. Donc on pouvait pas à la fois, il fallait pas que ça nous coûte de l'argent, puis à la fois, il ne fallait pas que ce soit trop cher, puisqu'il fallait que cette cuisine puisse servir à la formation, et comme ça a été très bien dit par Amélie, également avec des conventions pour les nombreuses associations béglaises qui ont déjà fait part de leur volonté d'utiliser ces très bel outil. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Abstention du groupe Espoir Béglais. Délibération adoptée. Délibération numéro 9. Amélie Cohen-Langlais, convention de partenariat avec le CREPAC pour l'installation de frigos zéro gaspi à la cuisine municipale.
Merci Monsieur le maire. Comme vous le savez, nous avons déjà un frigo zéro gaspille installé par le CREPAC devant le bureau information jeunesse sur la rue Calixte Camel. C'est un frigo qui fonctionne très bien avec un taux de rotation extrêmement important, voire même qui nous indique quand même un sujet important sur la précarité alimentaire, puisqu'il y a manifestement un certain nombre de riverains qui attendent vraiment avec impatience que des denrées soient déposées. Et on avait la discussion avec différents acteurs de la solidarité alimentaire, et par exemple l'épicerie sociale qui nous disait, nous quand on a des denrées en plus et que au fil de nos distributions ou des denrées fraîches qui vont pas pouvoir attendre jusqu'à la prochaine distribution ou des surplus divers, ça nous intéresserait qu'il y ait un autre frigo pour ne pas surcharger celui-là et puis aussi qu'on puisse finalement desservir un autre quartier. Et donc à l'occasion de la construction de la nouvelle cuisine municipale, on a fait le choix de prévoir un emplacement qui pourra accueillir pour l'instant un frigo, mais qui pourra en accueillir 2 dans le futur si nécessaire, toujours en partenariat avec le CREPAC, qui est un acteur associatif qui travaille notamment sur la question du gaspillage alimentaire, avec des formations, des sensibilisations dans la restauration collective, et donc qui est vraiment sur cet enjeu du gaspillage alimentaire. Nous, on le prend évidemment comme ça. L'idée de base du frigo anti-gaspi, c'est mes yaourts vont bientôt être périmés, je pars en vacances, je les mets dans le frigo et puis quelqu'un d'autre peut passer par là et les récupérer et les manger au lieu qu'ils finissent dans une poubelle. Donc ça, c'est évidemment le principe de base, mais on voit à l'usage qu'il y a vraiment un enjeu de solidarité alimentaire important. Et donc, du côté de la cuisine, les associations ou les riverains pourront évidemment là aussi déposer leurs propres denrées. Mais on a aussi pensé qu'on pourrait, en cas de surproduction de la cuisine municipale, y déposer des plats préparés par la cuisine, puisque normalement, on a des productions assez stables et régulières, mais il peut arriver que un voyage scolaire n'ait pas été signalé ou des choses comme ça, et d'un coup finalement on se retrouve avec des repas en plus, et on pourra dorénavant, dès que ce frigo sera là, les intégrer au frigo zéro gaspille. Donc c'est une action de solidarité alimentaire supplémentaire sur le territoire, et moi je trouve intéressant qu'on puisse finalement manifester cette solidarité auprès de la cuisine, qui a beaucoup, en participant aux distributions de vrac, en travaillant aussi avec les associations qui travaillent sur l'urgence alimentaire, qui s'est beaucoup, au cours de ces derniers temps, impliquée dans la solidarité alimentaire. Et je trouve que c'est une ponctuation intéressante d'avoir finalement ce frigo qui matérialise cette politique de notre part. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Christian Magat. Merci, monsieur le maire. Amélie, la mise en place, tu l'as fait rapidement? Du frigo, bien entendu. Le CREPAC l'a fait rapidement. En général, oui, ils sont assez réactifs. Je n'ai pas le calendrier pour être tout à fait honnête, mais en général, c'est assez rapide. Il faut attendre qu'il y ait la convention pour que les choses soient carrées, mais voilà, là, une fois la délibération passée, je pense que ça arrivera rapidement. Merci beaucoup. Voilà, et donc ce sera notre deuxième frigo, hein, c'est ça, sur la commune. Voilà, et malheureusement, il n'y a pas assez de communes qui rentrent dans le dispositif. Je pense que maintenant, on a un retour d'expérience et ça fonctionne très bien. Donc, mes collègues maires pourraient s'en inspirer, et voilà, et installer des frigos solidaires également sur leur commune. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 10, Pierre Wallet, aide à l'achat d'un récupérateur d'eau. Monsieur le maire, chers collègues, donc c'est une délibération qu'on passe chaque année, et cela depuis 2023, donc c'est la 4e année de suite,
On propose une aide à l'achat pour les récupérateurs d'eau à la hauteur de 40 € dans la limite de l'enveloppe disponible, qui est toujours la même. Sachant que chaque année, on atteint les 2/3, les 3/4 de l'utilisation de cette enveloppe. On se laisse toujours un peu de marge pour ne pas faire de déçus, mais à noter qu'on n'a jamais de refus, en tout cas sur les années précédentes. Voilà. Merci. Christophe Thomas. Oui, bonsoir à tous. Merci Pierre. J'étais surpris de ne pas l'avoir d'ailleurs vu au précédent conseil municipal, cette délibération. Il y en a pour qui c'est un jubilé, pour d'autres c'est pas forcément un jubilé. Donc du coup, pourquoi la passer maintenant et pourquoi pas l'avoir passée au mois de décembre? Alors, bon, vous regardez les choses, très bien, ça vous intéresse. Je n'ai pas la réponse, mais sûrement il y a une bonne réponse. Pierre Wallet, vous savez? Moi-même, j'ai également été surpris. Je pensais la passer au dernier conseil municipal et voilà. Non, il y a pas également la surprise. Non, mais en fait, bon, depuis le début du conseil, vous suspectez qu'un certain nombre de délibérations aient été placées à propos le 24 février pour des raisons extérieures au bon fonctionnement municipal. Non, chers collègues, il n'y a pas de stratégie. Ce sont des délibérations qui sont proposées par les services pour les fonctionnements municipaux. Voilà. Donc l'ensemble de ces délibérations, à savoir les 19 délibérations du conseil municipal d'aujourd'hui, ont été proposées par les services pour le fonctionnement de la ville. Voilà. Donc il n'y a pas de stratégie qui pourrait faire appel à d'autres choses qui se passent ailleurs que dans cette enceinte. Voilà. Donc je tiens à vous le dire et vous le redire. Monsieur Michrafi. Allez, on va aussi pour toi. Merci. Enfin, ce sont les mêmes observations. Hein. Une aide de 40 € limitée aux 30 premiers dans le foyer, ça fait 1 200 €. C'est un montant quand même qui reste très très faible. C'est pas un levier significatif quand même de transition écologique à l'échelle de la commune. Ce qui serait intéressant, c'est quelle est la stratégie municipale de manière plus large pour la gestion donc, des eaux pluviales. La récupération à l'échelle des bâtiments publics, les incitations pour les copropriétés, tout ça, il n'y a rien sur la délibération. Et puis, c'est toujours la même chose. Pourquoi ne pas conditionner l'aide à des critères sociaux afin de cibler les ménages les plus modestes ? Alors, oui, alors on va vous faire Dans la délibération, rien n'est indiqué. Hein. Chers collègues, on ne peut pas mettre toute la stratégie municipale d'une thématique donnée dans chaque délibération. Voilà, on vous le dit souvent. Voilà. Les services, on leur demande d'écrire. Enfin, les services proposent une délibération. Là, en l'occurrence, c'est l'aide à l'achat des récupérateurs d'eau. Ils ne vont pas mettre toute la stratégie autour de l'eau pluviale, de la gestion de la ressource en eau, ce genre de choses, à chaque délibération. Vous imaginez bien le travail, et imaginez bien que ça pourrait représenter, imaginez bien après le volume des délibérations. Après, vous pouvez être sûr que dans l'équipe municipale, à la métropole, nous avons été deux, Tiffaine Korankari et moi-même, à voter 2 fois en conseil métropolitain pour la régie publique de l'eau. Pour la régie publique de l'eau à la métropole. Ça a été un acte fondateur, puisque vous ouvrez le sujet, on va en parler un petit peu, si vous voulez. Ça a été un acte fondateur de la gestion des biens communs et de l'eau pour cette mandature métropolitaine. Et ça a été d'ailleurs la seule agglomération de cette taille, à peu près 800 000 habitants, 850 000 habitants, à passer en régie publique à la fois l'eau potable et l'assainissement. Donc moi, je m'honore et je suis très heureux que Tiffaine Korankari et moi-même ayons voté favorablement sur ces 2 délibérations. Je ne suis pas persuadé que tous les élus béglais au Conseil métropolitain aient fait la même chose. Peut-être pour répondre sur les 2 interrogations, pourquoi ne pas soumettre ça à tarification sociale? On parle de 40 €. L'objectif, c'est pas non plus d'alourdir le travail pour les services. Encore une fois, on est sur des récupérateurs d'eau pluviale, on n'est pas sur un achat de véhicules électriques. Enfin, on n'est pas comme la délibération qu'on passe sur les vélos à assistance électrique.
La deuxième question, dans quelle stratégie globale ça s'insère? Alors, ce n'était pas du tout l'objet de la délibération. L'objectif, ce n'est pas non plus de dresser un panorama global de tout ce que la ville fait. Je l'aurais fait, je pense que vous m'auriez dit, vous vous en servez de tribune pour parler de tout ce que vous faites. Donc, je profite quand même de la main tendue. Vous dire qu'en ce moment, notamment, on a un travail partenarial avec la métropole. Et on a des ambassadeurs, les ambassadeurs de l'eau qui font du porte-à-porte. Donc ça fait déjà de nombreux mois, voire une année, qui sillonnent la ville pour apporter une expertise aux habitants qui le souhaitent, pour améliorer leur consommation d'eau potable. Ça porte sur effectivement l'arrosage de leur jardin, mais ça porte également sur l'utilisation d'eau potable en interne. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est en cours. En ce moment, ils sont dans le quartier Centujean. Peut-être que vous les verrez passer chez vous. Voilà, je pourrais citer plein d'autres actions que mène la ville en partenariat avec la métropole, parce que c'est notamment la métropole qui porte ces compétences-là. Monsieur le maire a cité la question de l'assainissement et de la régie de l'eau de manière générale, mais voilà, on pourrait dresser un panel d'actions globales. Ce n'était pas l'objet de la délibération. Jacques Reynaud. Puis pour être pragmatique, je pense que les populations les plus précaires à Bègles, les plus fragiles, malheureusement, ne sont pas propriétaires de leur maison. Donc c'est plus compliqué pour eux, en fait, de rentrer dans ce dispositif, je pense. Parce que quand on réfléchit un petit peu, beaucoup, malheureusement, le voudraient, mais ne peuvent pas. Donc je ne pense pas que ça soit un problème aujourd'hui de mettre en opposition les précaires et les moins précaires. Je ne crois pas. Ok. Mohamed Mishrafi. Non, c'est juste par rapport à la dernière remarque. Je suis désolé, mais si vous disposez des informations sur les propriétaires et quel est leur revenu, il faudrait peut-être... oui, mais tarification, la couche moyenne, on ne peut pas dire quelqu'un qui est prof, qui a sa maison, pourquoi il ne peut pas prétendre à la même chose que quelqu'un qui n'a rien. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose qui encourage plus c'est ceux qui ont précisément le cas. Il peut accéder de la même façon que les autres. C'est précisément l'inverse. Pourquoi il ne pourrait pas récupérer? Pourquoi il ne pourrait pas être un dispositif? Ce sont les 30 premiers qui disposent de l'information. C'est pas pareil. Ce pas des gens qui vont donc trouver l'information du jour au lendemain. Alors, plusieurs choses. Non, il faut entrer des critères. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas entré les critères sociaux sur cette aide parce que c'est 40 € et ça alourdirait considérablement le dispositif, sachant que pour l'instant, l'enveloppe suffit tous les ans. Donc s'il y avait une forte augmentation des demandes des récupérateurs d'eau, ce que nous souhaitons, puisqu'on pense que c'est une bonne chose de récupérer son eau pour après pouvoir l'utiliser pour son potager, par exemple. D'ailleurs, mais par contre, il faut mettre des moustiquaires aux entrées des récupérateurs d'eau, sinon il y a des moustiques tigres. Hein, je ferme la parenthèse. Et bien dans ce cas-là, peut-être que nous pourrions augmenter l'enveloppe ou alors renouveler l'enveloppe en cours d'année par un vote. Ou alors mettre en place des critères sociaux. En effet, c'est une possibilité que nous avons envisagée et que nous nous réservons le droit de mettre en place. Mais pour l'instant, comme toute l'enveloppe n'est pas consommée, pas loin mais pas consommée, eh bien pour l'instant, ça suffit, ça fonctionne très bien comme cela. Et d'ailleurs, nous en faisons la publicité de ces délibérations, de ces aides à l'achat, celles qui ont été votées récemment ou celles qu'on va voter ce soir. Que ce soit en conseil municipal, sur le site internet de la ville, les réseaux sociaux, mais également dans les lieux municipaux d'accueil. Voilà, que ce soit les accueils des différents sites ou le centre social et culturel, par exemple. Pierre Rollet. Pour rebondir, la méthodologie présentée par Monsieur le maire, c'est exactement ce qu'on a fait sur l'aide à l'achat des vélos classiques, puisque les 2 premières années, on n'avait pas grignoté toute l'enveloppe, mais on atteignait quasiment 100% de l'enveloppe dépensée. La 3e année, qui était 2024, on a intégré une tarification sociale, alors qu'on était sur une aide à l'achat de 60 €. Donc ça se justifiait. Aujourd'hui, l'enveloppe n'est pas totalement grignotée, donc il n'y a pas sujet. Merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention du groupe Espoir Begley. Délibération adoptée. Délibération numéro 11. Pascal Labadie. Aide à l'achat d'un système d'alarme ou de vidéosurveillance pour prévenir les intrusions.
Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, l'an dernier, je finissais mon propos de présentation de la précédente délibération qui avait eu lieu par une clause de revoyure en précisant que si cette aide intéressait les Béglais et les Béglaises, alors nous envisagerions de la renouveler. À l'heure actuelle, nous avons eu 61 demandes en 2025 pour un peu plus de 5 500 € et nous avons en attente sur 2026 8 dossiers. 69 demandes, ça nous a fait penser qu'il y avait peut-être matière à la renouveler. Nous vous proposons donc de renouveler cette aide de 100 € maximum par foyer pour aider à l'équipement d'une alarme ou d'une caméra de surveillance. L'enveloppe est de 10 000 €. Nous n'avons pas voulu l'augmenter en cette fin de mandat, mais lors du prochain budget supplémentaire, il sera possible à l'équipe en place de choisir d'augmenter soit l'enveloppe, soit le montant de l'aide. Et je vous précise que cette année, nous avons inclus à l'intérieur, l'aide est ouverte aux locaux commerciaux et aux locaux associatifs. Voici, monsieur le maire. Merci, chers collègues. Voilà. Je vous propose de passer la parole à Mohamed Mishrafi. Merci. Là, encore une fois, nous sommes sur une réponse individuelle à un problème collectif. Et ça pose toujours la question de l'égalité. Ceux qui ont les moyens compléteront, les autres resteront moins protégés. Et puis, il y a des chiffres qui sont... Je ne sais pas où vous trouvez vos chiffres, il faudra quand même nous donner les références, parce que vous annoncez une baisse de cambriolage de 26% en un an. Et vous ne notez pas donc la référence. C'est important de noter. Donc, or, les dernières statistiques qui sont sorties, ce sont celles donc, de 2024, qui est la dernière année disponible. Peut-être que vous avez des statistiques que nous, dont on ne dispose pas. Et en 2024, il y a eu 227 cambriolages de logements qui ont été enregistrés dans la commune. Cela correspond à un taux d'environ 14,18 dans cambriolage pour 1000 logements, ce qui place Bègles parmi les communes moyennes les plus touchées en France, selon les données du ministère de l'Intérieur, encore une fois. Vous parlez de 26%, j'avoue que moi je n'ai pas trouvé 26%. J'ai pris les chiffres de 2023, 2024 qui sont disponibles, et je constate que cette baisse, elle est très faible, elle est de 2,5%, et non pas de 26%. D'ailleurs, vous avez organisé une réunion, donc, et Sud-Ouest conteste, vous avez dit à cette époque-là qu'il y a une baisse de 8%, et Sud-Ouest a noté que ce n'est pas 8%, c'est 2,5%, le chiffre que je viens de vous donner. Donc ça pose un problème, je ne sais pas où vous trouvez ces chiffres. Et puis deuxièmement, honnêtement, si vous annoncez qu'il y a une baisse de 26% en un an, si ces chiffres sont exacts, cela signifie que les dispositifs de police et de prévention fonctionnent déjà, quoi. Mais dès lors, pourquoi mobiliser 10 000 € supplémentaires sur un dispositif dont l'impact réel sur la délinquance n'est pas objectivement évalué ? Je ne sais pas, on aurait peut-être orienté ces 10 000 € vers la prévention, l'éclairage public, la médiation ou le renforcement du lien social, qui sont des leviers, je dirais, durables de tranquillité publique. Mais ce chiffre, encore une fois, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Si vous avez donc ces chiffres-là, je serais ravi donc d'avoir cette référence. Quand on compare les chiffres avec nos voisins, je suis désolé, Villeneuve-d'Ornon, là encore une fois, ils ont un taux de 10 et quelques cambriolages pour 1000 logements, alors que nous sommes sur 14, donc 18. Donc, je signale que le Sud-Ouest, moi je donne mes références, le Sud-Ouest, donc, qui a été l'article rédigé par Daniel Bouzek et qui a été mis à jour le 12 juin 2025. Autrement dit,
Votre réunion s'est tenue le mardi 10 juin. Merci. Alors, merci, merci, chers collègues. Quelques précisions. Peut-être Pascal voudra intervenir après. Alors, réponse individuelle à un problème collectif, oui. Mais c'est parce que ce n'est pas la seule réponse. À nouveau, on ne va pas mettre toute la stratégie de prévention, de médiation, de tranquillité publique dans cette délibération. Là, on parle d'une aide à l'achat d'un système d'alarme ou de vidéosurveillance pour prévenir les intrusions. On ne parle pas de toute la stratégie qui a été mise en place sur la mandature et les mandatures précédentes. Donc il y a de l'individuel et il y a du collectif. Et il y a du partenarial, même si vous voulez tout savoir. Le partenarial, c'est avec l'ensemble des autres organismes, que ce soit la police nationale, que ce soit le GIP, Bordeaux Métropole Médiation, les médiateurs de rue, que ce soit avec également d'autres organismes de prévention. Mais aussi, évidemment, le collectif. Je vous rappelle que nous avons créé et augmenter considérablement les effectifs de la police municipale, qui travaille en partenariat avec la police nationale, et dont nous avons un poste de police juste à côté de la mairie. Et après, en effet, toutes les études, tous les professionnels le disent, tous, sans exception, que ce soit la police nationale, que ce soit le parquet, que ce soit les assurances, qui sont plutôt indépendantes, il faut également que tout un chacun se protège. Il y a le collectif, la puissance publique, bien sûr, je viens de le dire, c'est le numéro 1, mais il y a le numéro 2, et le numéro 2, c'est la protection individuelle. Et une façon de se protéger, ça peut être changer les verrous de sa porte d'entrée pour avoir des verrous sécurisés, vous savez, les portes d'entrée 3 points ou 5 points, ou avoir des baies vitrées sécurisées, puisque malheureusement, les cambrioleurs, ils ont plutôt tendance à passer par l'arrière des maisons et par les baies vitrées des jardins. Mais également, voilà, toutes les études montrent, vous aimez bien lire des études et retrouver des chiffres, je vous en prie, faites-le pour l'impact positif des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance dans les habitations privées, dans les locaux commerciaux ou associatifs. Il y a un effet qui est très fort, qui fait que ces locaux ou habitations sont moins cambriolés, et quand elles le sont quand même, étant donné qu'il y a une alarme qui se déclenche, c'est beaucoup moins long, le temps de cambriolage, et donc beaucoup moins impactant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en effet, c'est une aide à l'achat. On ne vient pas distribuer gratuitement des systèmes d'alarme ou de vidéosurveillance. C'est comme pour les autres dispositifs d'aide à l'achat, on vient aider les gens à s'équiper. Donc, même réponse que pour les récupérateurs d'eau. Peut-être que si on vient à pérenniser dans la durée ce dispositif, en tout cas l'équipe suivante, quelle qu'elle soit, on pourrait mettre en effet en place des critères sociaux pour aider plus celles et ceux qui ont le plus besoin et moins celles et ceux qui ont le moins besoin en fonction des ressources des ménages. Mais étant donné que cette aide à l'achat est quand même assez atypique, dans le sens où il y a peu de communes qui l'ont mis en place actuellement en France. Sur l'agglomération, nous sommes 2, avec le Taillan-Médoc. En France, il y en a un peu plus. Et donc, en l'occurrence, là, nous sommes précurseurs, dans le sens où nous sommes un des premiers à mettre ça en place. Eh bien, nous allons avoir un retour d'expérience que nous allons construire nous-mêmes. Voilà. Et donc, nous verrons si nous pérennisons, si ça rencontre un succès. Et si oui, est-ce qu'on mettra en place des critères sociaux qui seront, à mon avis, très intéressants, comme les autres politiques publiques. Et enfin, sur les chiffres. Alors, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres. D'ailleurs, je vois que sur la délibération, il faut lire qu'il y a une diminution de 26% des cambriolages, non pas entre 2025 et 2026, mais entre 2024 et 2025, parce qu'on n'a pas les chiffres 2026, puisque nous sommes au début de l'année 2026. Et une diminution de 40% depuis 2020, donc entre 2020 et 2025. Donc, veuillez corriger la délibération, vous l'avez compris, ce n'est pas entre 2025 et 2026, c'est entre 2024 et 2025. Et alors, ces chiffres, les chiffres que nous sortons, les chiffres sur lesquels nous nous appuyons, ce sont les chiffres interstat de la police nationale. Voilà, donc transmis par la police nationale. Voilà, monsieur Michel. Je vous propose donc maintenant de passer au vote. Ah non, pardon, monsieur Labadie.
Oui, ces chiffres, ce sont ceux de la police nationale, hein, on ne les invente pas. Alors là, mon intervention, merci Monsieur le maire, je ne vais pas être redondant avec ce que vous avez dit, mais elle va être pas sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire que dans mon propos, j'avais prévu tout un texte sur la baisse des cambriolages, sur l'ensemble de ce qui amène à cette baisse et pas seulement cette aide. Je me suis ravisé en me disant on va nous accuser de faire campagne, ce que je ne voulais pas, mais malheureusement, enfin c'est vous qui l'avez ouvert, donc effectivement, Monsieur le maire a répondu maintenant. Christian Baguette, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Que de contorsion, Pascal, que de contorsion. Je veux bien. Les chiffres de 2025 ne sont pas encore parus, ils paraîtront en mars, mars 2026. Les chiffres de 2025 ne sont pas encore sortis. Donc n'en parlez pas et ne dites pas que vous savez déjà. Ils sortiront en mars 2025. J'en ai la confirmation 26. Puisque là, je viens de poser la question. 2026, oui, en mars 2026. Les chiffres de 2025. Donc, ne parlez pas de chiffres de 2025, s'il vous plaît. Déjà. Deuxièmement, que de contorsion. C'est vraiment que de l'affichage. On augmente la vidéosurveillance personnelle et on n'a aucune vidéosurveillance publique. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Nous avons des dégradations qui se font, nous avons des poubelles qui sont tout le temps et on dépose et on surpose et on ne peut jamais faire. Pire que ça, quand on a parlé de l'augmentation des PV et de 1500 € et qu'on a augmenté les amendes, eh bien on avait dit, on n'a qu'à faire comment on fait pour surprendre les gens. Vous avez qu'à faire des vidéos, c'est-à-dire qu'on fait de la délation. Est-ce que ce n'est pas à la ville de faire ce travail-là, d'avoir des caméras qui permettent de voir qu'il y a des dépôts sauvages, qui permettent de voir tout un tas d'incivilités? Voilà pourquoi nous votons contre, puisque vous voulez parler comme ça. Alors, Jacques Reynaud, et puis je répondrai. Et après, je vous propose, chers collègues, de ne pas rentrer dans le débat de la campagne des municipales. Hein, ce n'est pas le lieu. Je tiens à vous dire, Monsieur le maire, que voilà. Vous venez d'y rentrer, c'est pas moi. Ah non, moi j'ai répondu. Non. Je ne pense pas. Moi, j'ai répondu objectivement aux propos de M. Michrafi. Et là, vous venez de faire une sortie qui ressemblait plus à une sortie de tribune, de meeting politique, plus que de conseil municipal. Donc, je tiens à le signaler. Monsieur Reynaud. Oui, donc je veux juste rajouter par rapport à ce que dit Christian Baguette. L'Association des maires de France vient de sortir une étude toute récente, il y a quelques semaines, sur l'impact de la vidéosurveillance. Je ne parlerai pas de l'impact financier qui est très important pour les communes, parce que beaucoup de communes ont choisi cette solution, y compris proche de chez nous. Par contre, les résultats sont très décevants, et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études. À la fois, ni sur le nombre de délits, pas de baisse des délits, les caméras ne changent rien, et pas de baisse non plus sur l'élucidation. Donc c'est quand même un peu inquiétant de payer si cher les caméras. Je pense qu'il faudra, enfin moi je ne serai plus au conseil municipal lors de la prochaine mandature, mais il faudra que vous, les élus, vous réfléchissiez bien sur cet investissement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la panacée universelle apparemment, et les maires de France l'ont sorti, cette étude, et toute partie politique confondue. Voilà, je voulais juste le rappeler. Je vous remercie. Alors, concernant les dépôts sauvages, puisque le sujet a été ouvert, il faut que je réponde. Donc, en effet, maintenant, la police municipale a les compétences de verbalisation si on retrouve le propriétaire. Et donc, il faut que les Béglaises et les Béglais soient prévenus. S'ils laissent des déchets hors conteneur, avec leur nom et adresse, ils seront retrouvés et ils seront verbalisés. Donc c'est très clair. Et après, des caméras qui pistent les dépôts sauvages sur la métropole, en milieu très urbain comme la ville de Bègles, il y en a très peu, hein, même voire pas du tout en fait. Ça existe pour les dépôts sauvages en campagne, pas mal, en voiture.
mais c'est vrai qu'en milieu très urbain, ou alors c'est très expérimental, et ça utilise l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça sera un des débats, une des délibérations, la suivante, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc oui, nous sommes mobilisés pour lutter contre les dépôts sauvages, et d'ailleurs, c'est factuel, donc je peux le dire, en bureau des maires, nous avons décidé de suspendre l'installation des conteneurs enterrés. Donc c'est là où il y a la plupart des dépôts sauvages, vous savez, autour des conteneurs enterrés. Nous, sur Bègles, ça fait un petit bout de temps qu'on avait déjà suspendu l'installation de nouveaux conteneurs enterrés, parce que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et de revenir, si c'est possible, aux locaux à poubelle avec gardien et bac à roulettes. Et si ce n'est pas possible, de changer les conteneurs enterrés en conteneurs semi-enterrés, donc qui sont plus hauts, avec des ouvertures plus grandes et donc une facilité plus importante pour pouvoir accepter les déchets, les poches poubelles. Et bien sûr, s'il y a toujours des contrevenants, des dépôts d'encombrants, alors qu'il y a un service de collecte des dépôts d'encombrants, mais simplement il faut le solliciter. Ou alors aussi, il faut savoir que quand on se fait livrer un matelas, le vieux matelas peut être repris gratuitement par le livreur. C'est la loi qui a évolué. Et bien, s'il y a des contrevenants, ils seront recherchés et verbalisés. Voilà. Mais ce qui se passe à Bègles, malheureusement, se passe dans toutes les autres communes de France et de Navarre. Les enjeux des déchets, c'est un enjeu sociétal important. C'est une réponse collective également qui doit être apportée avec la ville, la métropole, soit, mais aussi les bailleurs et les syndics, qui sont propriétaires des fameux conteneurs qui attirent les déchets. Et donc il y a beaucoup de passages pour nettoyer ces conteneurs et les abords plusieurs fois par semaine. Et donc ça coûte beaucoup d'argent au syndic, beaucoup d'argent aux bailleurs, et beaucoup d'argent à la métropole et à la ville de Bègles. Je crois que quelqu'un voulait intervenir. Christian Bagat ? Non. On est bon ? Alors, je propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Groupe Espoir Bègles, délibération adoptée. Délibération numéro 12, Idriss Benkelouf. Adoption du cadre éthique et responsable pour l'usage de l'intelligence artificielle par Bordeaux Métropole. Principe de soutien et d'alignement de la ville de Bègles. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Nous examinons donc ce soir une délibération sur l'usage de l'intelligence artificielle dans notre collectivité. L'IA, plus communément appelée, connaît une accélération majeure, notamment avec les outils génératifs. Ces technologies offrent une réelle opportunité pour les collectivités. Améliorer l'efficacité administrative, faciliter la relation aux usagers, mieux piloter les politiques publiques. Mais elle soulève également des enjeux essentiels, protection des données, biais algorithmiques, dépendance technologique, impact environnemental, risque d'atteinte aux libertés publiques. Face à ces enjeux, Bordeaux Métropole a conduit pendant 9 mois un travail de concertation associant élus, agentes et agents, chercheurs, citoyennes, citoyens et partenaires sociaux. Ce travail a abouti à l'adoption d'un cadre éthique et responsable, structuré autour de 4 principes et de 16 engagements. Aujourd'hui, il vous est proposé, mes chers collègues, que la ville de Bègles prenne acte de ce cadre, y adhère, le décline dans ses projets locaux et participe à la gouvernance métropolitaine de l'IA. Pour Bègles, cela s'inscrit pleinement dans notre engagement en faveur d'un numérique responsable. L'intelligence artificielle peut assister l'action publique, mais elle ne doit jamais remplacer la responsabilité humaine. Nous nous engageons également à intégrer ces principes dans nos marchés publics, nos projets numériques et nos relations aux usagers avec un suivi annuel. Enfin, nous formerons nos agentes et nos agents à un usage maîtrisé de ces outils et nous garantirons toujours une alternative humaine dans les démarches administratives. L'enjeu n'est pas d'être pour ou contre l'IA ce soir, mais la question est comment l'encadrer au service de l'intérêt général. En adoptant cette délibération, Bègles fait le choix d'une IA maîtrisée, éthique et transparente, fidèle à nos valeurs de service public et de protection des libertés. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter favorablement cette délibération. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Voilà, donc ça fait écho au débat que nous avons eu en conseil de métropole et que les 28 communes vont avoir dans leurs conseils municipaux
respectifs. Et en effet, vu le développement très galopant de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est bien encadré. Voilà. Donc, je pense que c'est important cette délibération est importante. Y a-t-il des prises de parole? Non, je mets aux voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 13, Pierre Wallet. Approbation de la convention cadre relative à la réalisation des travaux d'éclairage public dans le cadre de l'aménagement du réseau express vélo REV numéro 14. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc on va parler éclairage, vélo et espace public. Et ça sera l'occasion aussi pour moi de vous faire un point d'étape sur les deux tracés de réseau express vélo qui se croisent justement en lieu et place de l'objet de délibération. Donc la délibération porte sur un investissement de la ville pour contribuer à l'installation de l'éclairage public dans la mesure où de toute façon c'est la métropole qui investira en termes de compétences. Vous dire donc que c'est la métropole qui portera l'investissement en notre nom et qu'ils prendront à leur charge un tiers des 45 000 € qui sont en jeu dans cette délibération. Et je profite donc de cette délibération pour vous faire un point d'étape donc sur le tracé du réseau express vélo 14 et 4, puisque l'éclairage public qui va être mis dans le cadre de cette délibération, si vous le souhaitez, permettra justement la liaison entre ces deux tracés du réseau express vélo. Le tracé numéro 14, c'est celui qui empruntera la future passerelle du pont François Mitterrand, et le tracé numéro 4, c'est celui qui est en train de se finaliser sur le sud de la commune et qui permet d'ores et déjà de relier Villenave-d'Ornon à Bordeaux, voire plus au nord, les communes du nord de la métropole. C'est un réseau express vélo qui longe Bègle-Plage, qui longe les quais Wilson et qui passe derrière Carrefour, Cultura, etc. pour rejoindre ensuite Villenave et qui cède dans un moyen terme le schéma cyclable départemental pour ainsi rejoindre, pourquoi pas, la Brède, Ostens et, pour ceux qui souhaitent pédaler un peu plus, le bassin d'Arcachon. Voilà, donc un travail de longue haleine. Donc ça, c'est le tracé numéro 4. Et le tracé numéro 14 donc passera par la passerelle François Mitterrand. Et le tracé n'est pas encore défini pour ce qui relève de la jonction avec Talence, puisque là, on est sur un axe est-ouest. Vous rappelez quand même que cette passerelle vélo répond à une suppression de traversée cyclable de la Garonne actée en 2018 par l'État et que si on aboutit aujourd'hui à un rétablissement de ce franchissement, c'est quand même grâce à Monsieur le maire, puisqu'il a porté avec vigueur et acharnement ce projet de rétablissement auprès de la métropole et auprès de l'État. Et c'est grâce à lui, notamment, que le début des travaux a pu s'effectuer au printemps 2025 et avec des investissements partagés entre l'État et la métropole, 6 millions chacun quasiment, et quasiment aucun denier municipal, parce que ça répond aussi à une logique métropolitaine. Pour ceux qui sont intéressés en termes de livraison de tous ces équipements, notamment de la passerelle, ça sera quelque chose qui sera effectif pour la rentrée scolaire 2026, en septembre. Et c'est des travaux qui ont commencé il y a déjà plusieurs mois. Je voulais profiter également de cette délibération pour vous dire que c'est moi qui la présente ce soir, mais ça aurait très bien pu être Fabienne Cabrera. Fabienne, qui est adjointe aux espaces publics, avec laquelle j'ai travaillé main dans la main pendant 6 années. On a travaillé sur les sujets d'espace public, mobilité, nature et de nombreuses thématiques. Et je voulais la remercier ce soir au nom de l'équipe pour tout ce qui a été fait. Voilà. Merci Fabienne. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Mohamed Mishrafi. Et j'ai du mal à comprendre, mais quel est le lien entre ce que Pierre, donc l'intervention de Pierre et la délibération? J'ai du mal à comprendre, honnêtement. On est sur l'approbation de l'avenant de la convention constitutive des groupements des commandes. Je ne vois pas pourquoi on parle de... Enfin, pour moi, c'est de la com, ni plus ni moins, quoi. J'écoutais pas. Alors, je pense que c'est une délibération qui est obligatoire. Pierre Wallet.
Donc c'est une délibération obligatoire. C'est le moment, je pense, de dresser un bilan de ce qui a été fait sur le REV 14 et 4. Et comme tout à l'heure, je m'étais empêché de faire un bilan et que vous m'avez tendu la perche, là, je me le permets. Ah oui, mais c'est pas de là. Voilà, mes chers collègues. Donc là, c'est une délibération obligatoire pour les travaux d'éclairage public. Et donc c'est vraiment très classique, hein, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc on fait le bilan, enfin on fait le partenariat avec la métropole. Je propose, oui, Christian Bagat, allez-y. Je veux bien. Je répète ce que vient de dire Momo Mishrafi. Tout simplement, c'était... Oui, ben figurez-vous que c'est comme ça, malheureusement, qu'il veut qu'on l'appelle. Alors je fais comme ça. Bah parce que j'aime bien Mohamed, moi. Ça me rappelle mon pays. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, si on ne m'interrompt pas, merci beaucoup, ça va être simplement de répéter qu'on n'était pas obligé de passer avec autant de propos pour une telle délibération. Je veux dire qu'il y a de la communication qui vient d'être faite, largue à Manu. Absolument pas. On a juste rappelé l'objet de ce rêve 14, chers collègues. Voilà. Et je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention du groupe Espoir Béglé. Délibération adoptée. Délibération 14. Approbation de l'avenant à la convention constitutive du groupement de commandes relative à l'accompagnement à l'efficacité énergétique du patrimoine. Xavier